T'es-tu déjà demandé pourquoi ton compte en banque diminue sans cesse alors que les Japonais semblent avoir un don pour générer de la richesse? Dans cette vidéo, on va découvrir 10 choses sur lesquelles les Japonais ne dépensent pas d'argent. Et ça explique énormément de choses. Il ne s'agit pas de radinerie, mais de choix intelligents qui leur permettent d'économiser sans effort et de construire une vie plus stable. Tu vas voir qu'avec des changements simples, toi aussi tu peux commencer à faire pareil. Et attention, le numéro 3, tu ne t'y attends vraiment pas. Reste bien jusqu'à ce moment-là, car quand tu y seras, tu comprendras pourquoi les Japonais perçoivent l'argent d'une manière complètement différente. Numéro 1. Achat impulsif. En France, il est très courant de se promener dans les zones commerçantes, notamment dans des villes comme Paris, Lyon ou Marseille, et de finir par acheter quelque chose qu'on n'avait même pas prévu d'acheter. Les vitrines parfaitement décorées, les pancartes soldes, les lumières, les odeurs qui s'échappent de certaines boutiques et l'ambiance générale de consommation incitent à prendre des décisions rapides, souvent émotionnelles. Les centres commerciaux, les boutiques de mode et même les supermarchés sont conçus pour capter l'attention et provoquer des achats impulsifs. Un t-shirt à moitié prix, une bougie parfumée qui irait peut-être bien dans la maison ou un nouveau gadget technologique qui semble indispensable. Tout est pensé pour séduire le client sur le moment. Cependant, si l'on compare ce comportement à ce qui se passe au Japon, les différences culturelles sont profondes et évidentes. Dans la société japonaise, l'acte d'achat est souvent le résultat d'une réflexion longue et délibérée. Avant d'acquérir un produit, beaucoup de personnes y pensent pendant des jours, voire des semaines. Elles évaluent si elles en ont réellement besoin, si l'objet a une valeur durable et surtout si cet achat est en accord avec leurs priorités personnelles ou familiales à long terme. Cette habitude n'est pas propre à une génération en particulier. Elle s'étend des personnes âgées aux jeunes adultes, ce qui montre qu'il s'agit d'une valeur culturelle profondément ancrée. Même les adolescents et jeunes adultes japonais, bien qu'exposés tout autant que les autres à l'influence des réseaux sociaux, aux tendances mondiales et à la pression de consommer, impressionnent par leur capacité à faire preuve de maîtrise de soi. Plutôt que de se précipiter pour acheter le dernier vêtement à la mode ou le tout nouveau gadget dès sa sortie, beaucoup préfèrent économiser, se renseigner, comparer les prix et se demander si ce qu'ils souhaitent acheter apporte réellement quelque chose à leur vie. Ce temps de pause entre le désir et l'action est précisément l'un des plus grands contrastes avec le style de consommation en vigueur dans de nombreuses régions d'Occident. L'une des raisons pour lesquelles cette capacité d'autocontrôle est si répandue au Japon tient à l'éducation, tant formelle que familiale. Dès le plus jeune âge, les enfants apprennent que la consommation excessive peut être dangereuse et mener au stress financier. Les écoles, par exemple, incluent souvent dans leur programme des notions de base sur l'épargne, la planification et l'utilisation intelligente de l'argent. Mais les familles renforcent aussi cette idée. Il est courant que les parents encouragent leurs enfants à économiser l'argent de poche qu'ils reçoivent, au lieu de le dépenser immédiatement. Ils leur apprennent à se fixer des objectifs, comme acheter quelque chose d'utile ou investir dans un bien durable. Cette mentalité, inculquée dès l'enfance, s'enracine profondément. En revanche, en France, et de manière générale dans de nombreuses cultures occidentales, le message dominant est souvent à l'opposé. La consommation est associée à la satisfaction immédiate, à l'estime de soi et à l'appartenance sociale. Acheter quelque chose de nouveau n'est pas seulement un besoin pratique, mais aussi un moyen de se valoriser aux yeux des autres. Et cela peut être particulièrement fort dans des milieux urbains comme Paris, où la mode, le design et les apparences jouent un rôle central. Dans de nombreux cas, la pression de suivre les tendances, d'avoir le dernier modèle de téléphone, de porter une certaine marque ou de décorer son intérieur avec certains objets pousse les gens à dépenser bien plus que ce qu'ils peuvent réellement se permettre. Ce type de comportement, maintenu dans le temps, entraîne des conséquences négatives qui dépassent largement la question du budget. L'accumulation d'objets inutiles, le stress pour boucler les fins de mois, l'endettement par carte de crédit ou par prêt personnel
et même la détérioration de la santé mentale due à l'anxiété financière sont des effets directs d'une culture de consommation peu réfléchie. C'est pourquoi adopter une approche plus proche de celle des Japonais ne bénéficierait pas seulement à l'économie personnelle ou familiale, mais aussi au bien-être général. Réfléchir à 2 fois avant d'acheter, se donner quelques jours avant de cliquer sur « Acheter maintenant » ou se demander si l'on a vraiment besoin de ce qui semble si tentant sont des pratiques simples mais très efficaces. Souvent, une fois l'impulsion passée, on se rend compte que le désir d'avoir cet objet disparaît ou qu'il existe des alternatives moins chères ou plus durables. Ce simple délai peut faire une grande différence. Un exemple concret. Imaginons une personne qui voit une veste à 180 € dans une boutique du centre de Paris. Elle est en promotion, elle l'essaie. Elle l'aime bien, mais n'en a pas vraiment besoin. Au lieu de l'acheter immédiatement, elle décide d'attendre 1 semaine. Pendant ce temps, elle vérifie sa garde-robe et se rend compte qu'elle a déjà 3 vestes similaires. Elle réfléchit à ses priorités financières et conclut qu'il serait préférable d'utiliser cet argent pour le voyage qu'elle prépare ou simplement de l'épargner. Ce petit choix, répété dans divers contextes, transforme complètement la relation à l'argent. Au Japon, ce type de décision n'est pas l'exception, mais la norme. Beaucoup de personnes font des listes d'achats à l'avance, évitent les centres commerciaux sans objectif précis, ou pratiquent ce qu'on appelle la consommation consciente, qui consiste à évaluer l'impact de chaque achat non seulement sur son budget, mais aussi sur l'environnement et l'espace de vie. Le minimalisme, qui est devenu populaire dans le monde entier grâce à des figures comme Marie Kondo, prend racine dans cette mentalité japonaise de réduction du superflu pour se concentrer sur l'essentiel. Réduire le nombre d'achats, c'est aussi réduire le désordre, le stress et la dépendance financière. Cette approche ne signifie pas vivre dans la privation, ni renoncer au plaisir d'acheter quelque chose de beau ou d'utile. Elle propose simplement un changement de mentalité. Au lieu d'utiliser l'argent comme un outil de satisfaction immédiate, on l'utilise pour atteindre des objectifs plus importants comme la tranquillité financière, la liberté de choix ou la possibilité d'investir dans des expériences plus enrichissantes. D'ailleurs, cette philosophie n'est pas étrangère à des figures comme Warren Buffett. Le célèbre investisseur américain est connu non seulement pour sa sagesse financière, mais aussi pour son style de vie sobre. Bien qu'il soit milliardaire, il vit dans la même maison depuis des décennies, évite le gaspillage et insiste toujours sur l'importance de faire la différence entre le prix et la valeur. Selon Buffett, beaucoup de gens échouent financièrement parce qu'ils achètent ce dont ils n'ont pas besoin, avec de l'argent qu'ils n'ont pas, pour impressionner des gens qui ne comptent pas. Il a déclaré à plusieurs reprises que la maîtrise de soi et la patience sont plus précieuses que n'importe quelle compétence en investissement. Si quelque chose n'a pas de valeur réelle à long terme, cela ne vaut tout simplement pas la peine d'être acheté. Appliquer cette logique dans la vie quotidienne, comme le font beaucoup de Japonais, peut transformer radicalement les finances personnelles. Il ne s'agit pas d'adopter une rigueur extrême, ni de supprimer tout plaisir, mais de changer le critère avec lequel on prend les décisions d'achat. Est-ce que cela m'apporte quelque chose au-delà de l'instant? Est-ce que je l'apprécierai encore dans 6 mois? Est-ce que cela me rapproche ou m'éloigne de mes objectifs financiers? Se poser ces questions avant de sortir sa carte bancaire peut être aussi puissant qu'une augmentation de salaire. En France, passer à une culture de consommation plus réfléchie nécessiterait une volonté individuelle, mais aussi des changements dans l'éducation. Il serait utile que les écoles intègrent des programmes d'éducation financière dès le plus jeune âge, non seulement pour expliquer le fonctionnement de l'argent, mais aussi pour apprendre à gérer la pression sociale liée à la consommation. De plus, il serait bénéfique que les familles encouragent l'épargne non pas comme une obligation ennuyeuse, mais comme un outil de liberté. Si l'on apprend dès l'enfance à réfléchir avant de dépenser, il est plus probable qu'à l'âge adulte, on vive avec moins de stress financier. Bien sûr, l'environnement joue aussi un rôle. Vivre dans une ville comme Paris, où chaque coin de rue est une tentation, peut rendre l'autocontrôle plus difficile. Mais cela ne signifie pas que c'est impossible.
Quelques stratégies pratiques pourraient inclure faire des listes avant de faire du shopping, établir des budgets clairs, limiter l'utilisation des cartes de crédit ou encore essayer le défi des 30 jours. Si tu veux acheter quelque chose de non essentiel, donne-toi 30 jours pour y réfléchir. Si après ce temps, tu veux toujours l'acheter, cela vaut probablement la peine. Sinon, tu auras évité une dépense inutile. En définitive, il n'est pas nécessaire de vivre au Japon pour adopter ces habitudes. Il suffit de décider consciemment que chaque achat doit être évalué avec la tête et non avec l'émotion. De la même manière qu'on analyse un investissement financier, on peut aussi analyser un achat de consommation. Après tout, chaque euro dépensé est un euro qui ne pourra pas être utilisé ailleurs. C'est pourquoi bien choisir ses dépenses peut faire la différence entre une vie sereine et une vie pleine d'anxiété. La prochaine fois que tu es face à une offre irrésistible, pense à la sérénité des rues japonaises, à la philosophie du « moins c'est plus », à la prudence de Warren Buffett et à la liberté que procure le fait de ne pas être esclave de la consommation. Peut-être décideras-tu alors de ne pas acheter. Et dans cette décision, tu découvriras peut-être une richesse bien plus grande. Numéro 2. Renouvellement constant de la technologie. En France, comme dans de nombreuses autres sociétés occidentales, le renouvellement constant des appareils technologiques est devenu une norme tacite. Il est courant de voir des personnes changer de téléphone portable tous les 1 ou 2 ans, suivre avec enthousiasme chaque nouveau lancement de smartphone, mettre à jour leurs ordinateurs portables même si l'ancien fonctionne parfaitement, et remplacer leur console de jeu dès qu'une nouvelle génération apparaît. Cette tendance est alimentée par une combinaison de facteurs. Le marketing agressif des grandes marques, la pression sociale pour posséder le dernier modèle et la perception que le neuf est automatiquement meilleur. La technologie a évolué à une vitesse fulgurante au cours des dernières décennies et il ne fait aucun doute que de nombreuses avancées ont apporté de réels bénéfices. Toutefois, dans bien des cas, l'impulsion d'actualiser les appareils ne répond pas à un besoin fonctionnel, mais plutôt à un désir émotionnel ou social. Un appareil photo légèrement amélioré, un processeur un peu plus rapide ou un boîtier avec un nouveau design deviennent des excuses pour justifier un achat qui, en réalité, aurait pu être reporté. Cette attitude, largement répandue chez les adolescents, les jeunes adultes et même chez les professionnels, alimente un cycle de consommation permanent qui engendre souvent des tensions économiques inutiles. En revanche, au Japon, l'approche de la technologie est visiblement différente. Bien que le pays soit l'un des plus avancés technologiquement au monde et que nombre des principales innovations électroniques proviennent d'entreprises japonaises, la mentalité du consommateur moyen est bien plus prudente et réfléchie. Changer d'appareil simplement parce qu'un nouveau modèle est sorti n'est pas une pratique courante. En général, le renouvellement technologique s'effectue lorsqu'il y a une véritable nécessité. Lorsque l'appareil ne fonctionne plus correctement, lorsqu'il n'est plus compatible avec les services utilisés ou lorsque la réparation coûte plus cher que le remplacement. Ce comportement ne relève pas uniquement de raisons économiques, mais repose sur des principes culturels profondément ancrés. L'un des termes qui résume le mieux cette mentalité est le mot japonais « mottainai ». Ce terme n'a pas de traduction exacte en français ou en espagnol, mais il exprime un profond regret face au gaspillage. Il ne s'agit pas seulement de jeter de la nourriture ou de se débarrasser de vêtements en bon état, mais aussi de gaspiller des ressources, du temps, de l'énergie et de l'argent. Dans le contexte technologique, mottainai se traduit par une attitude de respect envers les objets. Si un téléphone fonctionne encore, pourquoi le remplacer? Si un ordinateur accomplit toujours sa fonction, quel sens cela a-t-il d'en acheter un nouveau avec une amélioration marginale? Cette philosophie n'est pas seulement théorique, elle se vit au quotidien. Il est courant au Japon de voir des personnes âgées et même des jeunes utiliser des appareils considérés comme vieux dans d'autres pays. Les magasins d'occasion y sont bien vus et beaucoup préfèrent réparer leurs appareils plutôt que de les jeter. Par ailleurs, les campagnes gouvernementales et scolaires renforcent cette idée de durabilité technologique comme un moyen de préserver à la fois l'économie personnelle et l'environnement. Le message est clair.
consommer de manière responsable est un acte éthique. Au-delà des valeurs culturelles, il existe également une dimension écologique qu'on ne peut ignorer. Chaque fois qu'un nouvel appareil technologique est fabriqué, des ressources naturelles sont consommées, des gaz à effet de serre sont émis et des déchets sont générés sans toujours être recyclés correctement. Renouveler un téléphone inutilement chaque année ou tous les 2 ans n'est pas seulement une dépense économique, c'est aussi une manière, même inconsciente, de contribuer à la dégradation de l'environnement. Au Japon, où la conscience écologique est très forte, cet aspect est pris très au sérieux. Le recyclage des appareils électroniques est encadré par la loi et la réutilisation est activement encouragée. La France, de son côté, a progressé en matière de recyclage et de durabilité. Mais une culture de la consommation persiste et freine l'adoption massive de ces pratiques. L'obsolescence programmée, cette pratique industrielle consistant à concevoir des produits avec une durée de vie limitée, est une réalité qui touche de nombreux consommateurs. Bien qu'il existe des lois visant à la combattre, comme l'obligation de fournir des pièces détachées pendant un certain temps ou la transparence sur la réparabilité des produits, le changement culturel reste lent. En attendant, beaucoup de personnes continuent d'acheter de nouveaux appareils à un rythme qui ne correspond ni à leurs besoins réels ni à leur capacité financière. Un exemple concret, un jeune professionnel à Paris achète le dernier iPhone dès sa sortie, alors que le modèle précédent, acheté il y a à peine 18 mois, fonctionne encore parfaitement. Il le fait parce qu'il pense que cela renforce son statut, parce que ses collègues en font autant et parce qu'il craint d'être dépassé dans un environnement de travail compétitif. Pourtant, cette décision représente facilement une dépense de 1 000 € ou plus, sans apporter de changement significatif à sa productivité ou à sa qualité de vie. À long terme, ce type d'habitude peut limiter la capacité d'épargne, générer du stress financier et, pire encore, conditionner le cerveau à associer la technologie au prestige social plutôt qu'à son utilité réelle. À l'opposé, des personnalités comme Warren Buffett offrent un modèle totalement différent. Connu pour sa sobriété, Buffett a utilisé pendant de nombreuses années un téléphone mobile basique, sans écran tactile ni application moderne. Ce n'est qu'en 2020, à plus de 90 ans, qu'il est passé à un iPhone, et uniquement parce qu'on le lui a offert. Cette attitude n'a rien à voir avec un manque de moyens. En tant qu'un des hommes les plus riches du monde, Buffett pourrait s'acheter n'importe quel appareil à tout moment. Mais justement, son comportement montre que le véritable pouvoir d'achat ne se mesure pas à ce que l'on peut acheter, mais à ce que l'on choisit de ne pas acheter. Pour Buffett, comme pour de nombreuses personnes au Japon, l'important n'est pas d'avoir le dernier modèle, mais d'avoir ce qui fonctionne. Cette logique permet non seulement de réduire les dépenses inutiles, mais aussi de libérer du temps et de l'énergie mentale. En n'étant pas constamment préoccupé par les nouveaux lancements, les comparaisons de modèles, les mises à jour ou les configurations, on réduit le stress technologique qui affecte tant de gens. Ce stress, bien que subtil, peut avoir un impact négatif sur la productivité, le repos et la santé mentale. Vivre avec moins de technologie, mais bien choisie et bien utilisée, est une façon de se reconnecter à l'essentiel. L'impact de cette mentalité sur les finances personnelles est évident. Conserver un téléphone mobile pendant 5 ou 6 ans au lieu de 2, garder un ordinateur pendant 1 décennie avec un bon entretien, éviter les achats inutiles d'accessoires ou de gadgets, sont des décisions qui peuvent permettre d'économiser des centaines, voire des milliers d'euros sur plusieurs années. Cet argent peut être réinvesti de manière bien plus constructive. Investissement, épargne, formation professionnelle, voyage significatif ou simplement pour constituer un coussin de sécurité financière. Et surtout, ce type d'épargne n'implique pas de véritable sacrifice, puisqu'on ne renonce pas à la fonctionnalité mais à l'excès. Adopter cette logique en France nécessiterait une transformation culturelle, mais ce n'est pas impossible. Cela peut commencer à l'échelle individuelle, par de petits gestes. Se demander si l'on a vraiment besoin d'un nouvel appareil, vérifier s'il est réparable, ou même se lancer des défis personnels comme utiliser le même téléphone pendant 5 ans. Il serait également utile
que les campagnes d'éducation financière incluent une réflexion sur la consommation technologique, ses coûts cachés et ses effets à long terme. De même, il serait positif d'encourager dans les écoles une mentalité de respect envers les objets, non seulement d'un point de vue économique, mais aussi éthique et écologique. Heureusement, des signes de changement apparaissent. En France, de plus en plus de personnes achètent des appareils reconditionnés, choisissent des marques qui garantissent une longue durée de vie ou utilisent des plateformes de revente. Les mouvements minimalistes, qui prônent une vie plus simple et moins centrée sur la technologie, sont également en croissance. Bien qu'ils restent minoritaires, ils représentent une avancée dans la bonne direction. L'essentiel est que ce changement ne soit pas perçu comme un renoncement, mais comme un choix intelligent. En définitive, l'habitude de renouveler constamment sa technologie peut sembler inoffensive, voire normale, dans le contexte actuel. Mais elle dissimule de nombreuses conséquences. Elle pèse sur le budget, augmente l'empreinte écologique, alimente une culture de l'immédiateté et détourne l'attention de l'essentiel. C'est pourquoi adopter une attitude plus critique et réfléchie face à la consommation technologique inspirée par des valeurs comme le motenai japonais ou la sobriété de Warren Buffett peut faire une énorme différence. Il ne s'agit pas de rejeter la technologie ni de vivre déconnecté. Il s'agit de l'utiliser avec discernement, avec un objectif clair et avec respect. Car, comme le dit si bien Buffett, le véritable pouvoir ne réside pas dans l'achat du dernier modèle, mais dans la capacité à savoir quand il n'est pas nécessaire de le faire. Et comme au Japon, parfois, moins c'est beaucoup plus. Plus d'économie, moins d'anxiété liée à la nouveauté et une vie plus connectée à l'essentiel. Numéro 3. Sorties coûteuses et divertissements luxueux. Dîner à Paris peut rapidement devenir une expérience coûteuse. Un repas pour deux dans un restaurant moyen, avec entrée, plat principal, dessert et un verre de vin, dépasse facilement les 100 €. Si l'on ajoute ensuite une place pour un spectacle, comme une pièce de théâtre, un concert ou une représentation à l'opéra, le total de la sortie grimpe encore davantage. Dans certains cercles urbains, ce type de sortie est fréquent, presque un rituel social. Dîner dehors le week-end, assister à des événements culturels, fréquenter des bars branchés, organiser des escapades avec activités payantes. Bien que plaisantes, ces expériences représentent aussi une dépense significative et récurrente, pouvant facilement déséquilibrer un budget mensuel, surtout si elles deviennent une habitude. La pression sociale joue un rôle important dans ce type de consommation. Dans des villes comme Paris, où le style de vie est très lié à l'art, la gastronomie et la vie nocturne, il existe une impression implicite que profiter de la vie signifie consommer ce type d'offres. Ne pas participer à ces activités est parfois perçu comme un signe d'isolement, de manque d'ambition ou simplement de ne pas savoir vivre. Cette mentalité pousse beaucoup de personnes à privilégier les dépenses de loisirs, même si elles ne peuvent pas se le permettre réellement, accumulant de petites dettes ou sacrifiant d'autres domaines importants comme l'épargne ou l'investissement dans la santé et l'éducation. Au Japon, bien que les sorties soient aussi appréciées, la culture du divertissement suit une logique très différente. Les expériences quotidiennes ne tournent pas autour de la dépense, mais plutôt autour de la valeur émotionnelle et personnelle. Beaucoup préfèrent partager un repas fait maison plutôt que de sortir au restaurant, se réunir chez soi entre amis, se promener dans un parc au coucher du soleil ou simplement visiter un temple ou un jardin à proximité. Cette préférence n'est pas due au manque d'options ou de revenus, mais à une philosophie axée sur la tranquillité, l'intimité et l'appréciation de la simplicité. On cherche à profiter de ce qui est déjà là, sans forcer le budget. Les villes japonaises, même les plus densément peuplées comme Tokyo, Osaka ou Kyoto, offrent une grande variété d'options gratuites ou à très faible coût pour les loisirs et la détente. Les temples, ouverts au public, sont des lieux de contemplation et de calme. Les jardins traditionnels permettent de se déconnecter du rythme effréné de la ville. Les bibliothèques publiques sont très fréquentées et proposent non seulement des livres, mais aussi des activités culturelles, des projections et des conférences.
Les festivals traditionnels, quant à eux, sont souvent organisés par quartier et permettent de profiter de la musique, de la nourriture et des célébrations locales sans avoir à payer d'entrée. Dans ce contexte, le divertissement devient une expérience collective, accessible et profondément liée à la culture. Cette mentalité révèle une vérité importante. Le plaisir n'est pas toujours lié à la dépense économique. Apprécier un moment agréable ne nécessite pas forcément de payer une entrée chère ou de consommer des produits de luxe. Bien souvent, les expériences les plus mémorables sont liées à la connexion humaine, à l'environnement et à la capacité à être présent. Un pique-nique dans un parc, une promenade nocturne, une conversation intime avec un proche, ou même un après-midi de lecture en solitaire peuvent être des activités profondément gratifiantes. Ce qui fait la différence, c'est l'approche, pas le prix. En France, comme dans beaucoup de sociétés occidentales, il existe un large accès à des propositions culturelles gratuites ou très abordables. Des musées qui ouvrent gratuitement certains jours du mois, du cinéma en plein air en été, des festivals de musique gratuits organisés par les communes, des bibliothèques avec des activités pour tous les âges, des foires du livre, des expositions dans des centres culturels ou même des balades urbaines auto-guidées avec contenu historique ou artistique. Pourtant, ces expériences sont souvent sous-estimées face aux options plus coûteuses. Il existe une perception erronée selon laquelle ce qui est gratuit est de moindre qualité ou que ce qui est simple est moins désirable. Cette vision contribue à une culture de la dépense qui n'améliore pas toujours la qualité du temps libre, mais affecte négativement l'économie personnelle. Retrouver le goût de la simplicité pourrait être une étape clé pour équilibrer la vie sociale et les finances personnelles. Plutôt que de dépenser 60 € pour un dîner rapide dans un restaurant à la mode, on pourrait organiser une soirée chez soi avec des amis, chacun apportant quelque chose. Plutôt que de payer 80 € pour une place de spectacle, on pourrait assister à une représentation gratuite ou à une projection communautaire. Plutôt que de consommer pour se divertir, on peut réapprendre à découvrir ce qui existe déjà, les espaces publics, la nature, les livres, les conversations, l'art accessible. Il ne s'agit pas de vivre dans la restriction, mais de redéfinir le concept de profiter. Cette attitude présente un avantage supplémentaire. Elle réduit la pression constante de rester à jour avec les événements, les modes ou les tendances. Dans de nombreuses grandes villes, la peur de manquer quelque chose, le célèbre FOMO, Fear of Missing Out, pousse les gens à s'inscrire à toutes les activités possibles sans se demander s'ils en profitent vraiment ou s'ils ont les moyens financiers de le faire. Cette anxiété sociale peut mener à des décisions impulsives et à dépenser de l'argent pour des expériences qui, au fond, n'apportent pas de véritable satisfaction. En renouant avec une forme de loisir plus consciente, on réduit cette anxiété et on améliore la qualité du temps libre. Warren Buffett est un exemple clair que le plaisir ne nécessite pas de luxe. Le légendaire investisseur apprécie les activités simples, lire pendant des heures, jouer au bridge, un jeu de cartes qu'il partage avec des amis et auquel il consacre du temps chaque semaine, ou regarder la télévision. Il n'a pas besoin de dépenser des sommes importantes pour se sentir diverti ou comblé. En fait, il a déclaré à plusieurs reprises que son bonheur quotidien vient de routines simples, de plaisirs intellectuels et de relations durables, non de l'ostentation ni de la consommation constante. Son style de vie, bien qu'il puisse paraître austère comparé à celui d'autres millionnaires, reflète une sagesse très profonde. Le bien-être ne dépend pas de l'argent, mais de l'approche. Cette convergence entre la mentalité de Buffett et la culture japonaise n'est pas un hasard. Les deux modèles comprennent que la valeur d'une expérience réside dans la manière dont elle est vécue, non dans son coût. Que le divertissement le plus gratifiant n'a souvent pas de prix, car il provient du temps de qualité, du calme intérieur et du contact humain. Que le plaisir d'une bonne lecture, d'une promenade sereine, d'un jeu de société entre amis ou d'un après-midi de musique n'a pas besoin d'étiquette ni de dépenses. Cette vision offre une alternative puissante à l'idée, très répandue dans de nombreux pays occidentaux, que plus d'argent signifie plus de bonheur. De plus, adopter une approche plus simple du divertissement a des effets positifs dans d'autres domaines.
Cela réduit le stress financier, car cela diminue les dépenses variables qui déstabilisent tant le budget. Cela permet de mieux planifier, d'épargner et même d'investir. Cela libère du temps mental, car on ne vit plus au rythme de l'agenda social ou du calendrier d'événements. Et cela renforce les liens, car on privilégie des expériences partagées, authentiques et moins médiées par la consommation. Par exemple, organiser un dîner maison entre amis où chacun cuisine quelque chose peut devenir un moment inoubliable, plein de rire et de proximité, sans avoir besoin de réserver dans un restaurant cher. Se promener dans un parc, découvrir une exposition locale ou assister à un concert d'étudiants en musique peut laisser des traces bien plus durables qu'une sortie standard. Et lire un bon livre emprunté, au lieu d'acheter une place pour un spectacle commercial, peut ouvrir des portes intérieures qu'aucune production coûteuse ne saurait franchir. Changer cette logique en France n'exige pas d'abandonner la culture, la gastronomie ou l'art, qui font partie intégrante de l'identité nationale. Ce qu'il faut, c'est un ajustement dans la manière d'aborder ces plaisirs. Redécouvrir la valeur de ce qui est accessible, renouer avec les activités publiques, avec les espaces partagés et les moments de simplicité peut apporter équilibre et sérénité au quotidien. En fin de compte, la vraie richesse ne réside pas toujours dans ce qui se paie, mais dans ce qui se vit. En résumé, tant au Japon que dans la vie de Warren Buffett, on retrouve une même leçon. Il n'est pas nécessaire de dépenser beaucoup d'argent pour profiter de la vie. Au contraire, c'est souvent dans la simplicité que se trouve le plus grand bien-être. Les expériences précieuses ne dépendent pas du glamour ni du prix, mais de la connexion humaine, de la créativité et de la capacité à être présent. Redéfinir le concept de divertissement peut être l'une des décisions les plus intelligentes et les plus libératrices que l'on puisse prendre, tant pour ses finances que pour son bonheur. Numéro 4. Achat de vêtements par effet de mode. Au Japon, la mode n'est pas nécessairement vécue comme une course sans fin pour suivre chaque nouvelle tendance qui apparaît sur les podiums ou les réseaux sociaux. Bien qu'il existe une industrie du design très active et une partie de la population intéressée par les dernières nouveautés esthétiques, la majorité des gens adoptent une approche beaucoup plus sereine et réfléchie vis-à-vis de l'habillement. Les vêtements ne sont pas considérés comme quelque chose que l'on change chaque saison, mais comme une extension de l'identité personnelle, qui doit être fonctionnelle, durable et sobre. Les pièces sont souvent choisies avec beaucoup de soin, en pensant à leur durée de vie, à la manière dont elles s'intègrent dans la garde-robe existante et à la valeur réelle qu'elles apportent au quotidien. Cette approche minimaliste est courante tant chez les hommes que chez les femmes, et elle n'est pas réservée à une élite sensible à l'esthétique. Elle fait partie d'une philosophie culturelle plus large qui privilégie la sobriété, l'utilité et l'harmonie plutôt que l'ostentation. Plutôt que d'avoir des armoires débordantes de vêtements, de nombreuses personnes au Japon préfèrent posséder un nombre limité de pièces bien choisies qu'elles peuvent porter pendant des années sans qu'elles ne perdent ni leur valeur ni leur pertinence. L'esthétique japonaise du wabi-sabi, qui trouve la beauté dans la simplicité, l'imperfection et la durabilité, se reflète également dans cette manière de s'habiller. Un exemple clair de cette mentalité se retrouve dans la préférence pour les couleurs neutres, les coupes classiques et les tissus de qualité. Chemises blanches, pantalons bien taillés, manteaux fonctionnels, chaussures résistantes. Ces éléments font partie d'une garde-robe pensée pour durer et s'adapter à différentes situations sans dépendre des modes passagères. Les vêtements sont soignés, réparés si nécessaire et rangés avec ordre. L'objectif n'est pas d'impressionner, mais de bien s'habiller, avec cohérence et respect pour soi-même et pour l'environnement. Ce comportement contraste fortement avec ce qui se passe en France, où la mode est une composante fondamentale du tissu culturel, notamment dans des villes comme Paris, Lyon ou Bordeaux. La capitale française est mondialement reconnue pour son influence sur les tendances globales et pour son histoire liée à la haute couture. Cependant, cet héritage a aussi généré une pression constante sur beaucoup de personnes pour être toujours à la hauteur, renouvelant leur garde-robe à chaque changement de saison, suivant les marques prestigieuses ou les suggestions des magazines et vitrines.
Dans la pratique, cette pression se traduit par des achats fréquents, souvent impulsifs, motivés par la peur de paraître démodé. On achète des vêtements qui peuvent te sembler attrayants pendant quelques semaines, mais qui perdent vite leur charme ou leur pertinence. Au final, les armoires se remplissent de pièces portées une ou deux fois à peine, tandis que les vêtements réellement utiles et durables se font rares. Ce cycle se répète sans cesse, alimenté par les changements constants des collections et par le marketing qui associe la mode au succès, à l'estime de soi et à l'acceptation sociale. Ce comportement a des conséquences non seulement sur l'économie personnelle, mais aussi sur l'environnement. L'industrie textile est l'une des plus polluantes au monde. Elle consomme d'énormes quantités d'eau, utilise des produits chimiques pour la fabrication, génère des déchets massifs et produit des émissions qui contribuent au changement climatique. De plus, le modèle de la fast fashion, qui s'est répandu dans le monde entier, repose sur la production de grandes quantités de vêtements à bas prix, souvent dans des conditions de travail précaires, pour encourager une consommation constante. Acheter des vêtements qui ne durent qu'une saison n'est pas seulement une dépense inutile, c'est aussi une manière de soutenir un système qui nuit autant aux gens qu'à la planète. Adopter une mentalité plus proche de celle du Japon impliquerait un renversement total de cette logique. Plutôt que de rechercher constamment la nouveauté, il s'agirait de privilégier la qualité à la quantité. Investir dans quelques pièces bien conçues, faites de matériaux résistants, avec des coupes intemporelles et faciles à assortir, permettrait de construire une garde-robe fonctionnelle qui n'a pas besoin d'être mise à jour fréquemment. Ainsi, on éviterait les dépenses impulsives, on réduirait le volume de vêtements inutiles et on gagnerait en cohérence esthétique et en sérénité financière. En outre, cette attitude n'est pas incompatible avec l'élégance ou le style personnel. Bien au contraire, il arrive souvent que les personnes les mieux habillées ne soient pas celles qui suivent toutes les tendances, mais celles qui ont défini un style propre, cohérent et durable. Bien s'habiller ne signifie pas nécessairement s'habiller cher ou neuf, mais s'habiller avec intention. C'est quelque chose que la culture japonaise comprend profondément. Le style réside dans la manière d'associer les vêtements, dans la propreté, dans le soin des détails, dans l'attitude avec laquelle on les porte, et non dans le logo affiché. Ce principe est également partagé par Warren Buffett. Bien qu'il ne soit pas impliqué dans le monde de la mode, Buffett s'est toujours montré constant dans son rejet de toute forme de consommation basée sur l'image ou la pression sociale. Il valorise l'utilité, la durabilité et la fonctionnalité bien plus que ce qui est à la mode ou tape à l'œil. À plusieurs reprises, il a expliqué qu'il ne voit aucun intérêt à dépenser de l'argent pour impressionner les autres, et encore moins à changer constamment ce qui fonctionne déjà. Cette logique peut aussi s'appliquer à l'habillement. En effet, Buffett apparaît souvent en public vêtu simplement, costumes classiques, chemises ordinaires, sans souci des tendances. Pour lui, comme pour beaucoup de Japonais, l'essentiel est que les vêtements remplissent leur fonction sans poser de problème. Appliquer cette mentalité en France nécessiterait un changement culturel profond, mais parfaitement réalisable. Cela pourrait commencer par une révision personnelle de sa garde-robe. Identifier les vêtements réellement portés, ceux achetés sur un coup de tête, ceux jamais utilisés. À partir de là, on pourrait adopter une règle simple, ne rien acheter de nouveau qui ne soit nécessaire ou qui ne puisse s'assortir avec au moins 3 vêtements que l'on possède déjà. On pourrait aussi redonner de la valeur à la réparation plutôt qu'au remplacement. Faire retoucher une veste, recoudre un bouton, refaire des chaussures. Ces petits gestes permettent non seulement d'économiser, mais aussi de redonner de la valeur aux objets et de favoriser une consommation plus consciente. Par ailleurs, il existe des alternatives de plus en plus accessibles sur le marché français. Des marques locales engagées dans une production responsable, des friperies avec des produits de qualité, des plateformes d'échange entre particuliers ou des services de location de vêtements pour des occasions spéciales. Tout cela permet de maintenir un style actuel sans céder à la surconsommation ni au gaspillage. D'un point de vue financier, le bénéfice de réduire les dépenses vestimentaires impulsives est immense.
En évitant les achats inutiles, une part significative du budget mensuel peut être libérée. Si une personne dépense 150 € par mois en vêtements, ce qui est courant dans les grandes villes, cela représente 1800 € par an. Réduire cette dépense de moitié grâce à une consommation plus réfléchie permettrait d'économiser 900 € annuellement, qui pourraient être consacrés à des projets bien plus utiles, un voyage marquant, un investissement, une formation ou simplement un fonds d'urgence. Mais au-delà de l'argent, ce qui est en jeu, c'est l'identité. Lorsqu'on cesse de s'habiller pour plaire aux autres ou pour suivre une mode et qu'on commence à s'habiller pour se sentir bien avec soi-même, la relation au corps, au temps et à l'environnement change. Les vêtements cessent d'être un déguisement pour devenir un outil. Ce changement de perspective engendre de la confiance, réduit l'anxiété sociale et renforce l'authenticité. Et le plus intéressant, c'est qu'il n'est pas nécessaire de vivre au Japon ou d'avoir la sagesse de Buffett pour y parvenir. Il suffit de prendre un instant pour réfléchir avant d'acheter, de se demander si ce vêtement apporte vraiment quelque chose, s'il va durer, s'il sera porté, s'il reflète ce que l'on souhaite transmettre. En définitive, acheter des vêtements par effet de mode peut sembler anodin. Mais lorsqu'il devient une habitude constante, cela a des conséquences financières, environnementales et personnelles. Adopter une mentalité plus simple, plus durable et plus authentique ne signifie pas renoncer au style, mais le retrouver dans sa forme la plus profonde. Comme au Japon et comme l'enseigne Buffett, ce qui dure a plus de valeur que ce qui brille un instant. Numéro 5. Acheter du café à l'extérieur tous les jours. En France, le café est bien plus qu'une boisson. C'est un rituel social, une pause nécessaire au milieu de la journée, une excuse pour retrouver quelqu'un ou tout simplement un moment de plaisir personnel. S'asseoir à la terrasse d'un café parisien, observer le mouvement de la ville tout en savourant un espresso est presque une image emblématique du mode de vie français. Que ce soit avant le travail, pendant une pause à midi ou en fin d'après-midi, le café consommé à l'extérieur fait partie de la routine quotidienne de millions de personnes. Cependant, cette habitude profondément ancrée a un coût qui passe souvent inaperçu. Le prix d'un café peut varier entre 2 et 5 € selon la ville, le quartier ou le type d'établissement. À Paris, par exemple, un simple espresso en terrasse peut facilement coûter 3 ou 4 €. Et si l'on ajoute un croissant ou un autre accompagnement, la dépense augmente. Si l'on consomme un café à l'extérieur chaque jour ouvrable, disons 5 fois par semaine, cela représente entre 10 et 25 € hebdomadaires. Par mois, la dépense totale peut dépasser les 100 €. Et à l'échelle d'une année, sans calcul complexe, le montant atteint facilement 1200 €, voire plus. Cette dépense, bien que petite et quotidienne, correspond à ce que de nombreux experts en finances personnelles appellent l'ennemi invisible de l'épargne, les micro-dépenses. Ce sont des consommations fréquentes qui, en raison de leur faible coût unitaire, passent inaperçues, mais qui, additionnées mois après mois, finissent par avoir un impact sérieux sur le budget et la capacité d'épargne. Le problème n'est pas le café en soi, mais l'absence de conscience face à son accumulation et à l'effet à long terme sur les finances personnelles. Au Japon, en revanche, même si le café est devenu populaire, surtout chez les jeunes et dans les zones urbaines, la manière de le consommer est très différente. Il est courant que les gens le préparent chez eux et l'emportent dans un thermos au travail ou à l'université. Cette pratique ne répond pas uniquement à des raisons économiques, mais s'inscrit aussi dans une philosophie de vie centrée sur la praticité, l'ordre et la responsabilité. Préparer son café à la maison permet d'économiser, de réduire les déchets, de contrôler la qualité de ce que l'on consomme et d'optimiser le temps. La culture japonaise valorise le fonctionnel et l'efficace. C'est pourquoi beaucoup de personnes préfèrent se lever quelques minutes plus tôt pour préparer leur boisson avec soin, choisir leur mélange préféré, le verser dans un thermos réutilisable et partir avec tout prêt. Ce petit geste quotidien évite non seulement la dépense répétitive, mais aussi la production de contenants jetables, qui représentent une lourde charge environnementale. Au Japon, où la conscience écologique est très présente,
ces décisions individuelles font partie d'un engagement collectif pour réduire l'impact environnemental. De plus, emporter son café n'est pas vécu comme un sacrifice ou une forme d'austérité extrême. Au contraire, beaucoup y voient une expression d'autonomie et de soin de soi. Ils ne dépendent pas d'un café sur le trajet, ni du prix ou de la qualité de l'établissement. Ils ont un contrôle total sur ce qu'ils consomment, comment ils le préparent et à quel moment ils le boivent. Il existe même une tendance croissante à perfectionner l'art du café maison en utilisant des filtres manuels, des presses françaises ou de petits moulins pour obtenir une boisson de grande qualité. Cette attention aux détails reflète une philosophie plus large. Même les gestes du quotidien peuvent être faits avec intention et excellence. En France, adopter ce type d'approche ne signifierait pas renoncer au plaisir du café ni à l'expérience sociale qui l'accompagne. Au contraire, il s'agirait de reconfigurer notre relation avec cette boisson si chère au cœur des Français en lui donnant une place plus consciente et équilibrée dans le quotidien. Préparer son café à la maison peut devenir un moment agréable. Choisir les grains, les moudre, écouter l'eau bouillir, sentir les arômes pendant l'infusion, tout cela peut faire partie d'un rituel personnel aussi satisfaisant, voire davantage, que le fait de le commander dans un bar bruyant ou bondé. Par ailleurs, le café maison offre de nombreux avantages pratiques. Tout d'abord, l'économie. Acheter un paquet de bon café à préparer chez soi coûte entre 5 et 10 € et peut durer plusieurs semaines si l'on en consomme modérément. En y ajoutant une presse française ou une cafetière italienne, peu coûteuse et très durable, l'investissement initial est rapidement amorti. À long terme, les économies mensuelles peuvent dépasser les 80 ou 90 €, soit l'équivalent d'un mois de salaire par an. Ensuite, le contrôle sur la qualité. En préparant son café, on peut choisir le type de grain, le niveau de torréfaction, l'origine et même expérimenter avec différentes recettes. Cela contraste avec l'expérience de nombreuses cafétérias qui, malgré leur prix élevé, ne garantissent pas toujours une boisson bien préparée. On peut aussi mieux contrôler la quantité de sucre, de lait ou d'additifs, ce qui est bénéfique pour la santé et l'équilibre alimentaire. Enfin, la réduction des déchets. Chaque café acheté à l'extérieur implique un gobelet jetable, un couvercle en plastique, une serviette, une cuillère et souvent un sachet de sucre ou de lait en emballage individuel. Multiplié par des millions de consommateurs quotidiens, l'impact environnemental devient immense. C'est pourquoi, au Japon, et de plus en plus dans d'autres pays, l'usage de thermos personnels, de tasses réutilisables et d'ustensiles durables est non seulement un choix responsable, mais aussi un signe de civisme. Warren Buffett est également un exemple clair de cette philosophie de simplicité consciente. Connu pour ses habitudes austères, Buffett a déclaré que, même en tant que milliardaire, il ne voyait pas l'intérêt de dépenser chaque jour pour des petits déjeuners onéreux. Pendant des années, il a suivi une routine modeste. Il achète ses petits déjeuners dans des chaînes bon marché comme McDonald's, choisit des options simples et évite les caprices superflus. Cette attitude ne résulte pas d'un besoin d'économiser, mais d'une conviction profonde. Éviter les petites dépenses répétées qui, avec le temps, érodent la capacité d'épargne, d'investissement et de liberté financière. Buffett affirme que le contrôle des micro-dépenses quotidiennes est aussi important que la stratégie d'investissement à long terme. Car, selon lui, la richesse ne se construit pas seulement en gagnant davantage, mais aussi en sachant préserver ce que l'on gagne. Cette logique s'applique parfaitement au cas du café quotidien. Dépenser 5 € chaque matin sans y penser ne semble pas grave, mais représente une perte d'opportunité financière continue, une fuite lente, mais constante, qui empêche, à terme, d'atteindre des objectifs plus ambitieux. C'est pourquoi de nombreuses écoles de pensée en éducation financière insistent sur l'importance de revoir les petites habitudes du quotidien. Il ne s'agit pas de vivre dans la privation ni de transformer chaque décision en opération mathématique, mais de prendre conscience de l'impact cumulé de nos routines. Combien de nos gestes quotidiens nous rapprochent ou nous éloignent de nos objectifs financiers? Quels comportements
en apparence anodins, sapent notre budget sans que nous nous en rendions compte. Dans ce sens, adopter un modèle plus japonais ne signifie pas renoncer au plaisir, mais choisir de profiter avec intelligence. Boire son café à la maison, dans une tasse que l'on aime, avec l'arôme que l'on préfère, dans un espace calme, peut être une manière plus profonde et personnalisée de savourer cette pause quotidienne. Et si l'on souhaite maintenir l'aspect social, on peut toujours inviter quelqu'un chez soi ou emporter le café dans un parc. L'important, c'est que la décision ne soit pas dictée par l'habitude, la commodité immédiate ou la pression sociale, mais par un choix conscient et aligné avec nos valeurs. En définitive, acheter du café à l'extérieur tous les jours n'est ni une tragédie, ni un luxe extravagant. Mais lorsqu'il devient une habitude automatique, il peut avoir des conséquences significatives à long terme. Et ce qui est le plus intéressant, c'est qu'il existe des alternatives tout aussi agréables, plus économiques, plus durables et mieux alignées avec un mode de vie équilibré. Comme au Japon, et comme l'enseigne Buffett, le secret réside dans l'observation des détails, la maîtrise des impulsions et la construction d'une routine où chaque décision compte. Numéro 6. Voiture de luxe. Au Japon, posséder une voiture n'est pas une priorité pour la majorité des gens, surtout dans les grandes villes comme Tokyo, Osaka ou Kyoto. L'excellente qualité des transports en commun, efficace, ponctuel, propre et très bien développé, fait qu'il est non seulement possible, mais aussi souhaitable de se déplacer sans voiture. Les réseaux de métro, de train et de bus sont si bien organisés que beaucoup de personnes peuvent se passer de voiture pendant des années sans que cela affecte négativement leur qualité de vie. Au contraire, ne pas avoir à se soucier de l'entretien, de l'assurance, du stationnement ou du carburant est un avantage économique et mental considérable. Et lorsqu'un Japonais décide d'acheter une voiture, il le fait généralement avec un esprit très pratique. Au lieu d'opter pour des modèles grands, coûteux ou haut de gamme, la majorité choisit des voitures petites, économiques, peu gourmandes en carburant et faciles à entretenir. Les kei-cars, par exemple, sont très populaires. Ce sont des véhicules compacts avec des moteurs de faible puissance mais très efficaces. Conçus pour la ville, les trajets courts et avec un impact environnemental réduit, ces véhicules représentent un idéal de fonctionnalité et de bon sens fortement valorisé au Japon. L'idée d'acheter une voiture de luxe comme symbole de statut ou de réussite sociale est beaucoup moins répandue au Japon que dans de nombreux pays occidentaux. Bien que des marques comme Lexus, BMW ou Mercedes-Benz soient disponibles et aient leur public, elles ne font pas partie de l'imaginaire collectif comme des symboles indispensables de réussite. À l'inverse, la discrétion, l'efficacité et l'humilité sont souvent mieux valorisées que l'ostentation. Dans de nombreuses entreprises, même les hauts dirigeants prennent les transports en commun ou utilisent des voitures modestes sans que cela soit mal vu. Cette mentalité reflète non seulement un sens pratique, mais aussi des valeurs culturelles où l'excès n'est pas une vertu. En France, la situation est quelque peu différente. Bien que dans des villes comme Paris, Lyon ou Toulouse, les transports publics soient relativement efficaces, beaucoup de personnes aspirent encore à posséder leur propre véhicule, et pas n'importe lequel. Le marché automobile français montre un attrait croissant pour les marques de milieu et haut de gamme. Peugeot, Renault et Citroën restent populaires, mais il devient de plus en plus courant de voir des personnes se tourner vers des marques premium comme Audi, BMW ou Mercedes, même si leur situation financière ne le justifie pas entièrement. L'association entre voiture et statut demeure très présente. Ce désir d'avoir une voiture de luxe est souvent renforcé par la publicité, l'environnement social et la culture de consommation. Dans certains milieux, conduire une belle voiture est perçu comme un signe de succès, de responsabilité, voire de maturité. Ne pas avoir de voiture ou en avoir une modeste peut être mal interprété comme un signe d'échec ou de manque d'ambition. Ces pressions, bien que subtiles, influencent fortement les décisions d'achat.
Des personnes qui pourraient vivre sans voiture ou avec un modèle plus économique finissent par acheter des véhicules nécessitant des crédits ou des contrats de leasing coûteux. Le problème de cette dynamique est qu'on oublie souvent le coût total de possession d'une voiture de luxe. Au-delà du prix d'achat, il faut considérer l'assurance, souvent plus élevée, le carburant, plus coûteux pour les voitures puissantes, les réparations fréquentes et onéreuses, les taxes, le stationnement et bien sûr la dépréciation. Dans bien des cas, posséder une voiture haut de gamme peut coûter plus de 6 000 à 7 000 euros par an. Et, ironie du sort, elle n'est souvent utilisée que pour des trajets occasionnels, alors que les transports en commun ou une voiture plus simple suffiraient largement. À l'inverse, les Japonais considèrent la voiture comme un outil, rien de plus. Un moyen de se rendre d'un point A à un point B. Ce n'est ni une extension de l'ego, ni une carte de visite. Cette vision pragmatique permet d'économiser des milliers d'euros chaque année, de l'argent qui peut être réinvesti dans l'éducation, la retraite, des expériences de vie enrichissantes ou simplement constituer une réserve financière. C'est une approche à la fois économiquement saine et écologiquement responsable. Au Japon, l'usage de la voiture est aussi régulé par des politiques urbaines qui en découragent la possession superflue. Les taxes de circulation peuvent être élevées et dans de nombreuses zones, il est obligatoire de prouver que l'on dispose d'une place de stationnement privée avant d'immatriculer un véhicule. Ces mesures, loin d'être perçues comme des obstacles, renforcent l'idée que posséder une voiture est une décision sérieuse à ne pas prendre à la légère. Warren Buffett, l'un des investisseurs les plus prospères au monde, partage cette vision. Malgré sa richesse immense, il conduit depuis des décennies des véhicules modestes, pratiques, loin du luxe. Au lieu de changer de voiture tous les quelques années ou de se laisser séduire par des modèles exclusifs, Buffett suit une logique simple. Si une voiture remplit sa fonction, pourquoi dépenser plus? Il a souvent affirmé qu'il préfère investir son argent dans des actifs qui créent de la valeur, plutôt que dans des objets qui perdent leur valeur dès la sortie du garage. Cette attitude, qui peut paraître extrême à certains, est en réalité une leçon de cohérence et de bon sens. Buffett n'a rien à prouver avec la voiture qu'il conduit, et en cela, il rejoint pleinement la philosophie japonaise. La véritable liberté financière, le pouvoir de choisir son mode de vie, commence par se libérer des pressions sociales qui poussent à dépenser pour paraître. Refuser l'achat d'une voiture de luxe inutile, ce n'est pas renoncer au confort ou à la mobilité, mais mettre en priorité la santé financière, la durabilité et l'authenticité. En France, adopter une mentalité plus japonaise ou inspirée de Buffett en matière d'automobile ne signifierait pas renoncer à la mobilité, mais repenser notre rapport à celle-ci. Plutôt que de considérer la voiture comme un symbole de statut, on pourrait la voir comme un outil à choisir pour son utilité et son rapport qualité-prix. Beaucoup de personnes pourraient économiser des milliers d'euros en optant pour des modèles d'occasion, économiques, ou en partageant un véhicule via des plateformes de covoiturage ou de location ponctuelle. Ce changement de mentalité aurait aussi des effets bénéfiques sur le plan urbain. Moins de voitures inutiles, c'est moins de trafic, moins de pollution, moins de stress et une meilleure qualité de vie. Cela permettrait aussi d'investir dans de meilleures infrastructures pour les cyclistes, les piétons ou les transports publics. En somme, une ville pensée pour les gens plutôt que pour les voitures. D'un point de vue financier, éviter l'achat d'une voiture de luxe peut avoir un impact considérable sur le patrimoine à long terme. Imaginons une personne qui choisit de ne pas acheter une voiture à 40 000 euros et opte plutôt pour un modèle d'occasion à 8 000 euros. La différence, soit 32 000 euros, investie avec un rendement annuel moyen de 7%, pourrait devenir plus de 60 000 euros en 10 ans. Ce simple geste de retenue, ce refus de céder à la mode ou à la pression sociale, peut doubler la valeur de l'argent et rapprocher de l'indépendance financière. En conclusion, le choix d'une voiture peut sembler une décision pratique ou esthétique, mais il révèle en réalité notre approche de l'argent, de la consommation et du mode de vie. Au Japon, ce choix se fait avec pragmatisme, vision à long terme et responsabilité collective.
En France, il reste du chemin à parcourir pour dissocier voiture et statut, mais le changement est possible. S'inspirer de modèles comme celui de Buffett ou de la culture japonaise ne signifie pas copier, mais adapter ce qui fonctionne. Cela revient à se rappeler que bien vivre ne signifie pas forcément vivre cher, et que parfois, moins on cherche à paraître, plus on possède en réalité. Numéro 7. Produits de marque inutiles. La société japonaise se caractérise, à bien des égards, par son approche sobre et fonctionnelle de la consommation. Cela se manifeste clairement dans la manière dont les gens choisissent les produits qu'ils achètent. Contrairement à ce qui se passe dans de nombreux pays occidentaux, où le nom de la marque peut être déterminant dans la décision d'achat, au Japon, c'est généralement l'utilité réelle qui prime sur le prestige commercial. Il ne s'agit pas de rejeter systématiquement les marques reconnues, mais de ne pas leur accorder une valeur automatique. Si un produit offre une bonne qualité, de la durabilité et un prix raisonnable, alors il en vaut la peine, peu importe qu'il porte ou non un logo célèbre. Cette approche reflète une mentalité profondément pragmatique et, dans de nombreux cas, également éthique. Au Japon, dépenser plus que nécessaire pour quelque chose qui n'apporte pas d'amélioration substantielle est souvent perçu comme du gaspillage, un manque de mesure, voire une forme de déséquilibre personnel. La philosophie du Motenai, qui exprime un profond regret face au gaspillage, s'applique aussi à ce type de consommation. Pourquoi payer le double pour un vêtement, un sac ou un appareil électroménager qui remplit exactement la même fonction qu'un autre plus abordable ? Cette question guide de nombreuses décisions quotidiennes et permet aux consommateurs japonais de maintenir une stabilité financière, d'éviter les dettes et de réduire les achats impulsifs. Bien entendu, il existe aussi des boutiques de luxe au Japon, des consommateurs passionnés par certaines marques et une culture du design et de l'esthétique très développée. Mais même dans ce contexte, le choix des produits repose généralement sur l'équilibre entre forme et fonction, et non sur l'ostentation. Il est courant de voir des personnes ayant un revenu élevé porter des vêtements sans logo visible, utiliser des sacs ou des accessoires de fabricants locaux peu connus et choisir des produits technologiques reconnus pour leur fiabilité plutôt que pour leur prestige. Cette discrétion est perçue comme un signe de maturité, de bon sens et d'authenticité. En France, en revanche, le poids de la marque est nettement plus important. Des vêtements et chaussures aux appareils électroménagers, en passant par la technologie, les produits ménagers et même les aliments, de nombreuses décisions d'achat sont influencées par le nom figurant sur l'étiquette. Des marques comme Louis Vuitton, Chanel, Hermès ou Lacoste sont devenues synonymes de statut social, tandis que dans le domaine de la technologie ou de l'automobile, des marques comme Apple, Dyson ou BMW jouissent d'un prestige qui dépasse leur qualité objective. Dans de nombreux cas, le logo devient le produit. L'achat ne se fait pas tant pour la nécessité ou la fonctionnalité que pour le prestige supposé que l'objet confère à son propriétaire. Ce phénomène touche toutes les couches sociales, pas seulement les élites. Des personnes de la classe moyenne, voire avec des budgets limités, consacrent parfois des sommes importantes à des produits de marque, en les justifiant comme un plaisir ou une récompense personnelle. Le problème ne réside pas dans l'acte en soi. Tout le monde a droit à des petits plaisirs, mais dans la fréquence à laquelle ces décisions sont prises sans réelle analyse de valeur. Un sac de marque à 2000 €, par exemple, peut offrir la même fonctionnalité qu'un autre à 200 €, mais il est acheté dans l'espoir de projeter une certaine image. Le problème est que cette image est éphémère, socialement fragile et économiquement insoutenable à long terme si elle n'est pas soutenue par une planification financière rigoureuse. De plus, ce type de consommation répond souvent à une pression sociale latente. On craint de mal paraître sans certaines marques, où l'on perçoit que certains produits sont nécessaires pour s'intégrer dans certains milieux. Cela se voit particulièrement dans des contextes tels que le travail, les études ou les réseaux sociaux, où l'image projetée peut influencer la perception des autres. Pourtant, cette manière de valider l'identité à travers la consommation engendre une dépendance dangereuse.
La valeur personnelle est mesurée en fonction de ce que l'on possède, et non de ce que l'on est, de ce que l'on sait ou de ce que l'on apporte. Et ce schéma, une fois ancré dans la vie quotidienne, génère non seulement de l'anxiété et de la frustration, mais peut aussi entraîner des cycles de dépenses excessives, d'endettement et de désordre financier. Adopter l'attitude japonaise face aux marques impliquerait un changement profond de mentalité. Il ne s'agit pas de rejeter les marques en général. Beaucoup offrent des produits de haute qualité, mais de leur redonner leur juste place. Évaluer chaque produit pour sa fonctionnalité, sa durabilité, sa véritable valeur. Se poser des questions simples. Ai-je vraiment besoin que ce soit de marque? Est-ce que je paie pour le produit ou pour le logo? Dans quelle mesure cet achat répond-il à un besoin réel ou à une pression extérieure? Ces réflexions permettent non seulement d'économiser, mais aussi de reprendre le contrôle sur ses décisions de consommation. Ce changement de perspective permet aussi de se libérer de la course sans fin du paraître. Celui qui achète en fonction de l'utilité n'a pas besoin de renouveler sa garde-robe chaque saison, ni de changer de téléphone tous les ans, ni de dépenser une fortune dans des marques juste pour être à la hauteur. À la place, il peut construire une identité plus cohérente, fondée sur ses valeurs, ses expériences et ses réalisations concrètes et non sur des étiquettes. Ce type d'authenticité suscite par ailleurs davantage de respect que n'importe quel objet de luxe. Warren Buffett est l'un des exemples les plus parlants de cette posture. Malgré sa richesse immense, il a toujours critiqué la consommation fondée sur les marques. Dans sa vie quotidienne, il évite de payer plus cher pour un produit simplement parce qu'il porte une étiquette célèbre. Il a été photographié à de nombreuses reprises en habit simple, sans logo visible, et il a déclaré ouvertement qu'il ne voyait aucun intérêt à payer davantage si le produit ne lui apporte pas plus de valeur. Son jugement d'investisseur valorise les entreprises qui apportent un réel bénéfice aux consommateurs, mais cela ne signifie pas qu'ils consomment leurs produits par souci d'image. Pour Buffett, comme pour de nombreux Japonais, l'argent est un outil, pas un moyen de validation sociale. Ce qui importe, c'est ce que l'on en fait. Investir, construire, contribuer, apprendre. Dépenser intelligemment est une forme de respect de soi-même et du temps qu'il a fallu pour gagner cet argent. Cette philosophie peut sembler austère, mais en réalité, elle est libératrice. Elle permet de rompre avec la dépendance à l'image, de réduire le stress financier, de vivre plus sereinement et, paradoxalement, de mieux profiter des objets que l'on possède parce qu'ils ont été choisis pour leur utilité et non pour leur prestige. En France, adopter cette vision ne signifierait pas renoncer au design, à l'esthétique ou à la qualité. Cela reviendrait à redéfinir les critères de valeur. Il existe de nombreuses marques émergentes, locales ou peu connues, qui offrent des produits excellents à des prix raisonnables. Il existe aussi un marché de seconde main dynamique, des plateformes d'échange, des ateliers de réparation et des communautés de consommation responsables qui permettent d'accéder à de bons produits sans payer le prix du logo. L'essentiel est de sortir de l'automatisme, si c'est cher, c'est mieux, et d'apprendre à regarder autrement. D'un point de vue financier, éviter la consommation superflue de produits de marque peut libérer une part importante du budget mensuel. Dépenser 200 € pour des baskets de marque quand on peut en trouver d'aussi confortables et durables pour 70 € ou acheter un sac à 2000 € quand un à 300 € remplit la même fonction peut paraître anodin isolément. Mais répété plusieurs fois dans l'année, cela devient une fuite constante de ressources qui pourraient être utilisées à des fins bien plus précieuses. Voyager, se former, entreprendre, épargner ou simplement réduire le stress lié à l'argent. Par ailleurs, cette attitude aide à briser le lien toxique entre consommation et identité. Lorsqu'on cesse de se définir par ce que l'on achète, on commence à découvrir qui l'on est vraiment, ce qui nous intéresse, ce qui nous motive. On vit avec plus de liberté, moins de pression et un sentiment de satisfaction plus authentique. Et cela, au final, est bien plus précieux que n'importe quel logo. En résumé, la préférence japonaise pour la fonctionnalité plutôt que pour la marque n'est pas seulement une stratégie d'épargne. C'est l'expression d'une maturité culturelle et financière.
C'est un chemin vers une vie plus consciente, plus libre des pressions extérieures et plus centrée sur l'essentiel. Comme au Japon et comme l'enseigne Buffett, la véritable valeur ne réside pas dans ce que ça coûte, mais dans ce que ça apporte. Numéro 8. Maison excessivement grande. Au Japon, la manière de concevoir l'espace résidentiel obéit à une logique bien différente de celle qui prévaut dans de nombreuses cultures occidentales. Loin de rechercher de grandes maisons avec de multiples pièces inoccupées ou des jardins démesurés, la majorité des Japonais valorisent la fonctionnalité, l'efficacité et l'harmonie avec l'environnement. Dans les villes japonaises, où l'espace est limité et le prix du terrain élevé, les habitations sont généralement petites, mais bien agencées et soigneusement pensées. Il ne s'agit pas d'une résignation, mais d'une philosophie profondément ancrée. Plus grand n'est pas forcément mieux. La taille d'une maison, au Japon, n'est pas un symbole de statut. En réalité, de nombreuses familles aisées vivent dans des maisons modestes, exploitées au millimètre près. L'optimisation de l'espace est presque un art, pièces multifonctions selon le moment de la journée, meubles pliables ou polyvalents, solutions de rangement ingénieuses, matériaux légers et structures modulaires. Cette efficacité est non seulement esthétique, mais aussi économique. Une petite habitation nécessite moins de chauffage en hiver, moins de climatisation en été, moins d'éclairage artificiel, moins d'eau et surtout moins de temps et d'efforts pour l'entretien. Par ailleurs, l'architecture traditionnelle japonaise intègre des éléments qui renforcent la relation avec la nature. Grandes baies vitrées, portes coulissantes, espaces ouverts et flexibles, intégration subtile de jardins intérieurs ou extérieurs, même très réduits. Le résultat est un sentiment d'espace intérieur, même sur une surface modeste. Cette manière d'habiter repose sur une vision équilibrée de la vie où le foyer n'est pas une accumulation de mètres carrés, mais un lieu de calme, d'ordre et de connexion à l'essentiel. En contraste, en France, bien que les espaces urbains optimisés existent aussi, le rêve de la grande maison reste une aspiration sociale fréquente. Cet idéal s'exprime surtout dans les banlieues des grandes villes ou en zones rurales, où de nombreuses personnes souhaitent posséder un pavillon spacieux avec plusieurs chambres, un double garage, un grand jardin et des espaces de loisirs. Cette image est entretenue depuis des décennies par la publicité, les émissions télévisées, les magazines de décoration et une culture qui associe la grande maison au succès, au progrès et à la stabilité familiale. L'expression « ma maison, mon château » résonne encore dans l'imaginaire collectif français. Cependant, cette aspiration, lorsqu'elle ne correspond pas aux besoins réels de la famille, peut devenir un poids économique et émotionnel important. Une grande maison implique non seulement un prix d'achat plus élevé, mais aussi des charges fixes plus importantes. Impôts fonciers accrus, consommation énergétique supérieure, entretien plus coûteux, davantage de temps passé à nettoyer et souvent plus de stress pour entretenir un espace partiellement inutilisé. Elle peut également mener à un endettement de longue durée, à des crédits immobiliers lourds ou à une dépendance à deux revenus sans marge de manœuvre. Beaucoup découvrent avec le temps que la maison de leurs rêves devient une source constante de pression, non seulement à cause de l'argent qu'elle demande, mais aussi à cause des responsabilités qu'elle impose. Des pièces vides à meubler, des jardins à entretenir, des espaces qui s'encombrent d'objets inutiles, et ce sentiment de devoir maintenir une image, recevoir des invités ou justifier la taille de la propriété. Ce qui devait symboliser la liberté devient une routine pesante et coûteuse. Les Japonais, en revanche, comprennent qu'un logement bien adapté à la taille de la famille et à ses habitudes quotidiennes offre une vie plus simple, plus confortable et plus économique. Si un couple n'a pas d'enfants, pourquoi avoir 3 chambres? Si les enfants sont adolescents et vont bientôt partir étudier ou travailler ailleurs, est-ce nécessaire d'avoir un 2e salon? Si l'on passe peu de temps chez soi à cause du travail, est-il logique d'investir dans des espaces que l'on n'utilise pas? Ces questions font partie d'une réflexion constante au Japon, où l'architecture est pensée pour servir l'habitant, non pour lui imposer une charge.
L'efficacité résidentielle japonaise ne rime pas avec austérité visuelle. En réalité, de nombreuses petites maisons japonaises sont de véritables joyaux de design, avec des solutions créatives et une esthétique minimaliste qui valorise la beauté du simple. Plutôt que de construire plus, on conçoit mieux. Plutôt qu'accumuler, on sélectionne. Plutôt que montrer, on habite. Cette conception de l'habitat permet non seulement d'économiser de l'argent, mais aussi de réduire le stress, de faciliter l'ordre et de se concentrer sur l'essentiel. Warren Buffett, l'un des hommes les plus riches de la planète, a également montré que vivre dans une très grande maison n'est pas synonyme de réussite. Depuis plus de 60 ans, il habite la même maison à Omaha, dans le Nebraska, achetée en 1958 pour un peu plus de 30 000 $. Ce n'est ni un manoir, ni un palais, ni un bâtiment excentrique. C'est une maison confortable, bien située, avec juste l'espace nécessaire à ses besoins personnels. Buffett a déclaré à plusieurs reprises qu'il ne voyait aucune raison de déménager, car son logement actuel lui apporte paix, fonctionnalité et un environnement familial qu'il apprécie. Cette décision, qui pourrait sembler anodine, est en réalité un geste fort. Elle montre que la valeur d'une maison réside dans son usage, non dans sa taille. Buffett a également affirmé que dépenser plus pour des mètres carrés supplémentaires n'améliore pas nécessairement la qualité de vie. Au contraire, cela peut détourner de l'objectif principal. Vivre bien, avec liberté financière, sans pression extérieure. En évitant les dépenses excessives pour des propriétés surdimensionnées, il a pu consacrer plus de ressources à des investissements productifs, à la philanthropie et surtout à maintenir un mode de vie simple et cohérent avec ses principes. Cette logique, partagée par des millions de Japonais, remet en question l'idée selon laquelle « plus grand, c'est mieux » et propose une autre formule « le juste suffit ». En France, adopter une vision similaire ne signifierait pas renoncer au confort ni aux grands espaces quand ils sont nécessaires. Il s'agirait plutôt de réévaluer les priorités. La maison reflète-t-elle les véritables besoins de ceux qui y vivent ou répond-elle à une image idéalisée imposée de l'extérieur? Les dépenses mensuelles permettent-elles de vivre sereinement ou génèrent-elles de l'anxiété? Les espaces sont-ils réellement appréciés ou simplement remplis par habitude? Ces questions pourraient guider des choix plus réfléchis lors de l'achat, de la construction ou de la rénovation d'un logement. Choisir une maison proportionnée au mode de vie réel présente de nombreux avantages pratiques. D'abord, l'économie. Une propriété plus petite implique un crédit immobilier réduit, voire la possibilité d'acheter sans emprunter. Ensuite, une plus grande liberté. Avec moins de charges fixes, on peut épargner, investir ou même déménager plus facilement. Puis, une réduction du stress. Moins d'objets, moins d'entretien, moins de complications. Et enfin, une relation plus saine à l'espace. Vivre dans un foyer qui s'ajuste comme un gant, qui invite à rester, qui n'écrase pas. Par ailleurs, les tendances actuelles vont de plus en plus vers des logements durables, intelligents et bien conçus, et non vers des constructions démesurées. Les maisons passives, les conceptions compactes, les appartements modulables et les espaces multifonctionnels gagnent du terrain partout dans le monde, y compris en France. Choisir ces solutions n'est pas seulement un effet de mode, c'est une façon de s'adapter à l'époque. Ressources plus rares, besoins changeants et une population qui valorise l'expérience plutôt que la possession. En définitive, posséder une maison immense ne garantit pas le bien-être. Parfois, cela peut même l'entraver. En revanche, un logement pensé avec logique, avec souci du détail, ajusté à la réalité de chaque famille, offre des bénéfices durables. Comme au Japon, et comme le montre Buffett, la taille n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est la qualité de l'espace, la liberté qu'il offre et la paix qu'il procure. Numéro 9. Dernier gadget et appareils électroménagers inutiles. Au Japon, la consommation de technologie suit une logique différente de celle qui prédomine dans une grande partie du monde occidental. Bien que le pays soit mondialement reconnu comme l'un des leaders en innovation technologique, avec des entreprises telles que Sony, Panasonic,
Toshiba ou Hitachi en tête, l'attitude des consommateurs japonais envers les gadgets et les appareils électroménagers n'est pas dictée par l'obsession de la nouveauté, mais par la fonctionnalité. Autrement dit, de nombreuses personnes ne ressentent pas le besoin d'acquérir le dernier modèle de smartphone, de téléviseur ou d'électroménager si celui qu'elles possèdent fonctionne correctement. Cette vision s'aligne avec l'un des principes culturels les plus enracinés du pays, le motenai. Cette expression japonaise n'a pas de traduction littérale, mais elle englobe un sentiment de regret face au gaspillage, qu'il s'agisse de temps, de nourriture, d'argent, de ressources ou, comme ici, d'objets encore fonctionnels. Le motenai invite à honorer ce que l'on possède déjà, à l'utiliser avec respect, à le réparer avant de le jeter et à éviter toute forme de consommation superflue. Ainsi, remplacer un appareil simplement parce qu'un nouveau modèle avec un écran plus grand ou une fonction supplémentaire est apparu n'est pas perçu comme un signe de modernité, mais comme un manque d'équilibre et de conscience. Ce principe s'applique non seulement aux gros appareils électroménagers comme les machines à laver, les réfrigérateurs ou les téléviseurs, mais aussi aux petits appareils du quotidien, aspirateurs, micro-ondes, bouilloires électriques, grille-pains, robots de cuisine et même aux appareils technologiques tels que les tablettes, les écouteurs ou les appareils photo. Le critère de décision n'est pas de savoir si l'appareil est démodé, mais s'il fonctionne encore et s'il remplit son rôle. Si c'est le cas, on ne le remplace pas. En fait, il est courant de voir dans les foyers japonais des appareils utilisés depuis de nombreuses années, parfaitement entretenus et toujours en service. En France, la relation à la technologie est souvent différente. Bien qu'un nombre croissant de consommateurs se montre conscient et critique, le marché général reste fortement influencé par l'attrait des nouveautés. L'arrivée d'un nouveau modèle de téléphone portable, d'un électroménager intelligent, d'une enceinte avec assistant vocal ou d'une cafetière connectée suscite de l'engouement. La publicité, les réseaux sociaux et le marketing immersif stimulent un désir constant de renouvellement, davantage basé sur l'émotion que sur le besoin réel. Beaucoup de consommateurs français changent de smartphone tous les 1 à 2 ans, même si l'ancien fonctionne encore parfaitement. De même, ils remplacent leur cafetière par des versions plus automatisées, leur aspirateur par un modèle sans fil plus puissant, voire leur réfrigérateur par un autre avec écran digital ou connectivité Wi-Fi. Si ces avancées peuvent apporter un certain confort, le changement n'est pas toujours motivé par une amélioration significative du quotidien. Souvent, il s'agit d'une réaction impulsive face à la promesse du nouveau, du plus rapide ou du plus moderne. Cette manière de consommer la technologie a des conséquences importantes, tant sur le plan économique qu'environnemental. D'un point de vue financier, elle se traduit par des dépenses fréquentes qui, cumulées, représentent une part considérable du budget familial. L'achat d'un smartphone de dernière génération peut facilement dépasser les 1 000 €, tout comme certains appareils électroménagers haut de gamme. Si ce mode de consommation se répète tous les quelques années sans réelle évaluation des besoins, il peut déséquilibrer les finances du foyer, générer des dettes ou empêcher d'autres investissements plus utiles. Sur le plan écologique, l'impact est tout aussi préoccupant. La production de gadgets et d'électroménagers nécessite l'extraction de minerais rares, une forte consommation énergétique, l'utilisation de plastique et génère des émissions polluantes tout au long de leur cycle de vie. De plus, nombre de ces dispositifs ont une durée de vie limitée à cause de l'obsolescence programmée, ce qui multiplie les déchets électroniques. La France produit des milliers de tonnes de déchets technologiques chaque année, dont une grande partie provient d'appareils qui auraient pu être utilisés bien plus longtemps. Face à cette réalité, l'approche japonaise offre une alternative plus équilibrée et durable. Évaluer chaque achat potentiel à travers la question « Est-ce que j'en ai vraiment besoin ?» permet de distinguer le désir du besoin.
prolonger la durée de vie des appareils, les réparer si possible, les vendre ou les donner au lieu de les jeter, et choisir des modèles simples mais efficaces, plutôt que des versions sophistiquées aux fonctions inutilisées, sont des pratiques de plus en plus valorisées. Au Japon, le marché de la réparation est très développé et de nombreuses marques fournissent des manuels détaillés pour prolonger la durée de vie de leurs produits. De plus, une véritable culture du soin existe. Les appareils ne sont pas utilisés de manière négligente ni remplacés par caprice. Ils sont nettoyés, stockés correctement, protégés et intégrés au foyer comme des outils utiles, non comme des objets de démonstration. Cette relation saine à la technologie réduit aussi le stress lié à l'obligation de rester constamment à jour, d'avoir le dernier cri, de ne pas être à la traîne. Warren Buffett, connu pour son mode de vie frugal et rationnel, incarne parfaitement cette approche. Bien qu'il ait investi dans des entreprises technologiques comme Apple, il garde au quotidien une attitude modérée et pragmatique vis-à-vis des appareils électroniques. Pendant des années, il a utilisé un téléphone portable basique, sans écran tactile ni accès à Internet, bien après que les smartphones soient devenus la norme dans le monde des affaires. Ce n'était pas par manque d'accès, mais parce que ce téléphone remplissait sa fonction, passer et recevoir des appels. Lorsqu'il a finalement adopté un smartphone, c'est parce que son ancien appareil n'était plus compatible avec les fonctions minimales dont il avait besoin, et non par souci de suivre une tendance. Buffett affirme que dépenser de l'argent pour des choses qui n'améliorent pas réellement la qualité de vie est une forme de lent appauvrissement. Chaque euro dépensé inutilement est un euro qui n'est pas investi, qui ne fructifie pas, qui ne devient pas productif. Cette philosophie, qui privilégie l'usage à l'apparence, s'aligne parfaitement avec la culture japonaise. Et même si tout le monde n'a pas le profil d'un investisseur comme Buffett, sa logique est applicable à toute personne souhaitant améliorer sa relation à l'argent. En France, adopter cette mentalité impliquerait un changement de paradigme. Il s'agirait de voir la technologie comme un outil, non comme un symbole de statut. Revaloriser le simple et le fonctionnel, favoriser la réparation et le recyclage, questionner la nécessité de chaque mise à jour et résister à l'impulsion du changement pour le changement. Cela signifierait aussi se rééduquer face au message du marketing, comprendre que la promesse de bonheur qui accompagne chaque nouveau produit ne se réalise pas toujours et que la véritable satisfaction réside souvent dans ce que l'on possède déjà. Des initiatives vont dans ce sens. Cafés de réparation, ateliers communautaires, réseaux de seconde main, marques promouvant la durabilité et le design responsable. Dans les écoles, certaines campagnes d'éducation environnementale et technologique enseignent déjà aux enfants que tout ce qui est neuf n'est pas forcément meilleur et que prendre soin de ce que l'on a est une forme de responsabilité et de maturité. Ce changement peut sembler lent, mais il est possible et il est en cours. D'un point de vue financier, le potentiel d'économie est immense. Si une famille évite de remplacer ses smartphones tous les 2 ans et ses appareils électroménagers tous les 5 ans, elle peut économiser plusieurs milliers d'euros sur une décennie. Ces fonds peuvent être alloués aux urgences, aux études, aux voyages, à des améliorations utiles du logement ou à des investissements générateurs de revenus. De plus, vivre sans la pression constante de la mise à jour réduit le stress et améliore la qualité du temps libre. En définitive, il ne s'agit pas de rejeter la technologie ni de revenir à une ère analogique. Il s'agit d'adopter un critère plus sensé, davantage aligné avec le bien-être à long terme. Comme au Japon, et comme le suggère Warren Buffett, la clé est d'utiliser la technologie avec un objectif, non sur un coup de tête. Car au final, le gadget le plus avancé ne remplace pas la tranquillité d'esprit qu'offre une décision d'achat réfléchie, utile et cohérente avec ses propres valeurs. Numéro 10. Cours et formation sans objectif clair. Au Japon, l'éducation est une valeur profondément ancrée dans la société. De l'enfance à l'âge adulte, apprendre est considéré comme une forme d'accomplissement, de développement personnel et professionnel, et de contribution au bien commun. Cependant, ce respect pour le savoir s'accompagne d'un trait très caractéristique de la culture japonaise, la clarté d'intention.
La majorité des personnes qui décident de suivre une formation, qu'il s'agisse d'un cours court, d'un diplôme, d'un atelier technique ou d'une certification professionnelle, le font avec un objectif précis. Il est rare de s'inscrire à des programmes coûteux sans raison concrète, ou de suivre des études longues uniquement par mode ou par automatisme. Cette attitude reflète une mentalité pragmatique qui valorise autant la connaissance que son application. Au Japon, on considère que le temps est aussi précieux que l'argent, et investir l'un comme l'autre dans un cours sans bénéfice clair, qu'il soit économique, professionnel ou personnel, est perçu comme un gaspillage. Avant de s'inscrire à une formation, les Japonais se posent souvent des questions telles que « Cela m'aide-t-il à mieux exercer mon métier actuel ? Est-ce que cela me prépare à une promotion ou à une reconversion ? M'apporte-t-il une compétence concrète que je souhaite maîtriser ? Suis-je prêt à l'appliquer dans ma vie quotidienne ? Si la réponse est oui, on se lance. Sinon, on attend ou on cherche une option plus pertinente. Cette approche permet d'éviter deux écueils fréquents, la dépense inutile et la frustration. En ayant un but clair pour chaque apprentissage, on choisit mieux et on tire davantage de bénéfices de la formation. On n'accumule pas les diplômes pour le plaisir de les collectionner, ni n'abandonne à mi-parcours un cours qui ne correspond pas à ses véritables intérêts. De plus, le savoir s'intègre plus naturellement dans la vie quotidienne puisqu'on sait dès le départ où et comment il sera utilisé. En France, l'accès à l'éducation et à la formation continue est large et souvent subventionné. C'est un avantage considérable pour le développement personnel et professionnel, car il permet d'apprendre tout au long de la vie, de changer de carrière, de se mettre à jour ou simplement d'enrichir sa culture générale. Toutefois, cette abondance a aussi son revers. De nombreuses personnes s'inscrivent à des cours, des ateliers, des diplômes, ou des certifications sans objectif défini, motivées par la pression sociale, une tendance du moment, ou simplement le besoin de faire quelque chose. Ce comportement, bien que compréhensible dans une société qui valorise l'apprentissage, peut entraîner des conséquences problématiques. D'abord, une utilisation inutile des ressources, cours coûteux non terminés, livres jamais lus, matériel acheté mais inutilisé. Ensuite, une fatigue émotionnelle. Certains se sentent coupables de ne pas suivre correctement la formation, se frustrent en ne voyant pas de résultats concrets ou se comparent à ceux qui mettent en pratique ce qu'ils ont appris. Enfin, une désorientation. Accumuler les diplômes sans stratégie claire peut éloigner au lieu de rapprocher des véritables objectifs de vie ou de carrière. Un exemple courant est celui des personnes qui, après une perte d'emploi ou pendant une période de transition, s'inscrivent à des cours dans des domaines complètement nouveaux, sans savoir si cela les intéresse vraiment, ni si cela correspond à leur profil. Parfois, après quelques mois d'enthousiasme, elles découvrent que le contenu ne les passionne pas ou que le marché du travail ne recherche pas cette compétence. Résultat, du temps et de l'argent investis dans une formation qui n'a pas apporté le changement espéré. Cela ne signifie pas qu'on ne peut pas explorer de nouveaux domaines, mais qu'il est important de le faire avec honnêteté, après une recherche préalable et avec un minimum de planification. L'approche japonaise propose une alternative plus consciente et stratégique. Avant de s'inscrire à une formation, il s'agit de réfléchir sérieusement. Quel est mon objectif avec ce cours ? Que veux-je accomplir une fois terminé ? Suis-je prêt à y consacrer du temps et de l'effort réel ? Est-ce que cela a une application directe dans ma vie professionnelle ou personnelle ? Connais-je des personnes qui ont suivi ce cours et qui peuvent me faire un retour ? Cette phase d'analyse permet de filtrer les options et de choisir celles qui sont vraiment alignées avec les buts individuels. Même si la motivation est purement personnelle, comme apprendre une langue ou une compétence artistique, il est utile de penser dès le départ à la manière d'intégrer cet apprentissage dans sa routine. Cette mentalité ne s'oppose pas à l'apprentissage continu, elle le renforce. Apprendre avec un objectif ne signifie pas se limiter, mais être plus efficace. Cela revient à reconnaître que le temps est limité, que les ressources ne sont pas infinies et que l'attention ne peut être divisée entre 10 projets en même temps.
Lorsqu'on choisit une formation avec une véritable intention, on y consacre plus d'énergie, on participe avec plus d'engagement et on en tire un bénéfice réel. L'expérience cesse d'être une simple ligne sur le CV pour devenir un outil concret, permettant d'agir avec plus de confiance et de compétence. Warren Buffett est un défenseur infatigable de l'apprentissage permanent, mais aussi de l'éducation ciblée. Il lit plusieurs heures par jour, étudie des rapports, analyse les marchés et relit l'histoire économique. Mais il ne le fait pas pour le plaisir intellectuel, ni pour accumuler des connaissances sans but. Chaque minute d'étude a un objectif: améliorer sa capacité de décision, anticiper les évolutions du marché, investir avec discernement et mieux comprendre le monde. Sa formation est continue, oui, mais profondément orientée. Buffett a également exprimé sa méfiance envers les diplômes sans application concrète. Selon lui, beaucoup s'endettent pour étudier dans des institutions prestigieuses sans savoir ce qu'ils feront de ce diplôme. Il estime que la valeur du savoir ne réside pas dans le titre qui le certifie, mais dans l'usage qu'en fait celui qui l'acquiert. C'est pourquoi il insiste sur le fait qu'une bonne éducation ne doit pas forcément être coûteuse, ni formelle, ni accompagnée de diplômes tape à l'œil. Ce qui compte, c'est le contenu, l'intention et l'utilité. Cette approche peut servir de modèle à ceux qui, en France, souhaitent se développer personnellement ou professionnellement sans tomber dans le piège de l'accumulation inutile de certificats. Avant de s'inscrire à un nouveau cours, il est judicieux de s'arrêter et de se poser les bonnes questions. Est-ce que cela me rapproche de mes objectifs ou m'en éloigne-t-il? Est-ce que j'apprends pour progresser ou pour éviter une décision difficile? Est-ce une motivation personnelle ou une pression extérieure? Ces interrogations peuvent éviter des erreurs coûteuses et renforcer la clarté de direction. Il existe des façons concrètes d'appliquer cette logique au quotidien. Par exemple, avant de payer une formation, on peut rechercher gratuitement du contenu similaire en ligne pour avoir un aperçu. On peut aussi contacter d'anciens participants pour évaluer la qualité du programme. Une autre option est de se fixer un objectif clair avant de commencer. À la fin de ce cours, j'enverrai mon CV à telle entreprise. Ou j'utiliserai cette compétence dans mon projet professionnel. On peut même établir un engagement personnel. Si je ne suis pas prêt à y consacrer 2 heures par semaine, je ne m'inscris pas. Ces filtres permettent de prendre des décisions plus rationnelles. En définitive, apprendre est l'une des expériences les plus précieuses de la vie, mais tous les apprentissages n'ont pas le même impact. L'essentiel est d'aligner la formation avec ses intérêts réels, ses besoins concrets et ses objectifs personnels. Comme au Japon, et comme l'enseigne Buffett, se former avec intention et non par impulsion est une forme de respect envers soi-même, envers son temps, son argent et la connaissance elle-même. En résumé, la culture japonaise nous offre un miroir différent de celui du consumérisme occidental. Leur mode de vie, fondé sur la sobriété, le respect des ressources et la fonctionnalité, peut sembler éloigné du rythme français, notamment dans les grandes villes, mais il recèle des enseignements précieux. À une époque où l'inflation et l'incertitude économique touchent de nombreuses familles, tourner son regard vers l'Orient peut s'avérer aussi inspirant que pratique. Warren Buffett, dans un contexte totalement différent, incarne également bon nombre de ces principes. Son succès financier ne repose pas sur une frugalité capricieuse, mais sur une capacité à hiérarchiser l'essentiel et à éviter le superflu. Il est la preuve qu'il n'est pas nécessaire de renoncer au bien-être pour vivre avec intelligence financière. Au contraire, vivre avec intention permet de bâtir un parcours plus solide et plus durable. La France a une histoire de raffinement, de goût et de consommation, mais aussi de pensée critique, de philosophie et de simplicité élégante. Retrouver cette dimension de sobriété consciente, inspirée tant du Japon que de figures comme Buffett, peut contribuer à équilibrer le désir de profiter de la vie avec la nécessité de préserver son budget. Il s'agit de choisir avec discernement, non de se priver sans raison. En définitive, l'objectif n'est pas de copier le Japon ni Buffett à la lettre, mais d'adapter leurs idées au contexte français.
Réduire les dépenses inutiles, repenser ses achats, valoriser la qualité plutôt que la quantité et vivre avec un but sont des choix à la portée de tous. Et s'ils ne garantissent pas une richesse instantanée, ils ouvrent la voie à une vie plus stable, plus libre et centrée sur ce qui compte réellement. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser vos questions dans les commentaires.